Bonjour, bienvenue à tous. C'est l'heure de Parlement Hebdo. On va refaire l'actualité politique et parlementaire en 45 minutes. Avec à mes côtés Katia Guilder. Bonjour. Bonjour Mickaël. Et dans l'actualité, cette semaine, la majorité reste étroite, mais ça passe. L'ensemble du projet de budget pour 2015 a été voté à l'Assemblée nationale. Voté, mais de justesse, 37 députés de gauche se sont abstenus. À présent, c'est le Sénat de droite qui s'empare du texte. François Hollande, rattrapé par la primaire, quelques voix au PS avaient déjà réclamé l'organisation d'un vote pour désigner le candidat de 2017. Pour la première fois, c'est un membre du gouvernement qui met les pieds dans le plat. Thierry Mandon, il estime que les primaires sont indispensables. Et c'est dans ce contexte que les sénateurs se sont penchés cette semaine sur cette question. Faut-il réinstaurer le septennat pour le président de la République? 7 ans non renouvelables. Proposition de loi défendue par les radicaux de gauche, mais rejetée en séance par le Sénat. Et pour commenter cette semaine très politique, notre invité est Pierre Laurent. Bonjour. Bonjour. Sénateur de Paris, secrétaire national du Parti communiste et président du Parti de la gauche européenne. Avant de commenter l'actualité, je vous propose d'écouter ce que pensent de vous dans les couloirs du Sénat et de l'Assemblée certains parlementaires. La gauche divisée ne peut rien. Seule la gauche rassemblée peut. Et ça, je sais que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Alors après, il faut qu'on ait à écouter ce que nous dit le Parti communiste dans un certain nombre de critiques qui font de la politique actuelle du gouvernement, que nous pouvons partager. Je trouve qu'il a un paradoxe, c'est-à-dire qu'il est dogmatique et en même temps ouvert, attaché à l'union, à l'unité de la gauche, je pense. Son point fort, je pense, c'est sa persévérance, sa constance et sa sincérité. Pierre Laurent, c'est un homme d'engagement que j'ai d'abord connu pour son travail au sein du journal L'Humanité. Donc j'ai pu apprécier ses grandes qualités à la fois d'écoute, mais aussi de promotion de combats qui me sont chers. Je ne vais pas développer ici. Oui, c'est un homme d'engagement, un homme disponible. Disponible aussi pour éventuellement discuter avec les frondeurs, avec les Verts, pour faire des alliances éventuellement? Moi, je suis effectivement disponible pour tout ce qui permettra de sortir le pays par le haut de la crise actuelle et les sortir des politiques d'austérité. Et je mène activement, c'est vrai, le débat avec toutes les forces de gauche pour ça, parce que je pense que la politique gouvernementale actuelle mène le pays dans le mur et mène la gauche dans le mur. Donc je travaille pour ça. Et ce que David Assouline appelle du dogmatisme, c'est tout simplement la fermeté sur des principes. Moi, j'ai des engagements, effectivement, ce sont des engagements à gauche. Et quand je dis quelque chose sur le terrain, au moment d'aller discuter avec les citoyens, avec les électeurs, je ne fais pas autre chose quand je suis au gouvernement, si un jour j'y étais. Donc voilà, c'est tout simplement que... Il parle de paradoxe, dogmatique, mais paradoxe aussi. C'est-à-dire qu'il aimerait vous voir peut-être un peu plus dans les médias. Peut-être qu'il y a un petit manque de ce côté-là. Mais vous savez, je le connais, puisqu'on est dans le même arrondissement à Paris, donc on se côtoie. Moi, je pense que, je répète, ce qui fait la qualité des communistes, c'est justement leur détermination à ne pas transiger sur un certain nombre de principes dans l'intérêt populaire. Allez, on va passer au reste de l'actualité de toute la semaine. On va commencer par le lundi. On va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end. Et les réactions sont nombreuses. Quand une salle crie abrogation, eh bien, un candidat à la présidence de l'UMP répond « ça coûte pas plus cher ». C'était devant les militants du mariage pour tous. Nicolas Sarkozy espérait clarifier sa position et en lâchant le mot abrogation du bout des lèvres, sa déclaration, eh bien, elle a enflammé le débat. Je vous propose de réécouter ce que disait Nicolas Sarkozy à la tribune. Parfait, parfait. S'il vous plaît, le temps est compté. Quand on dit qu'elle doit être réécrite de fond en comble, bon, si vous préférez qu'on dise qu'on doit l'abroger pour en faire une autre, en français ça veut dire la même chose, mais ça aboutit au même résultat. Enfin, si ça vous fait plaisir, franchement, ça coûte pas très cher. Question d'abord de forme et de fond. Sur la forme, est-il possible comme ça de se laisser griser par la foule et d'aller plus loin que ce qu'on avait imaginé? Malheureusement, en fait, peut-être qu'on s'aperçoit à la faveur de ça que c'est pas si nouveau que cela chez Nicolas Sarkozy, qui est très préoccupé, parfois un peu trop,
de sa popularité et qui ne s'occupe pas assez du fond des choses et du fond des problèmes des Français. Deuxièmement, il n'a pas seulement dit ça, ce qui est grave dans ce qu'il a dit, c'est qu'ensuite, emporté, si je puis dire, dans son élan, il a parlé de faire 2 mariages. Un mariage pour les homosexuels et un mariage pour les hétérosexuels, ce qui est parfaitement scandaleux en soi. Je veux dire, les droits, ce qui est anticonstitutionnel de toute façon, mais c'est une logique de loi séparée ou de développement séparé qui est parfaitement scandaleuse et discriminatoire. Donc il s'est plus que laissé aller sur ce sujet. Et par ailleurs, c'est quand même assez étonnant de voir une partie de la droite française se radicaliser de cette manière. Pour certains d'entre eux, au nom de l'Église catholique. Or, j'observe, moi qui suis un observateur attentif, que même le pape a décidé d'ouvrir le débat, au moins sur cette question au sein de l'Église. Donc ce sont des gens qui sont totalement archaïques, contrairement à contre-temps, qui n'écoutent pas ce que dit la société française, parce que même au plus haut du mouvement pour le mariage pour tous, dans toutes les enquêtes d'opinion, la société française a continué à dire qu'elle était majoritairement favorable au mariage pour les homosexuels, en fait au mariage pour tous, c'est-à-dire à la possibilité pour chacun d'être égal devant la loi. S'ils reviennent au pouvoir en 2017, vous croyez vraiment qu'ils pourront abroger ? Peut-être on n'est pas là dans une question de essaieront-ils, parce qu'on voit bien que c'est des gens qui sont animés par la revanche, mais je pense que la société française, dans sa très grande majorité, s'opposera à cette régression. Alors, je vais vous parler un petit peu du Sénat. Ce lundi, le Sénat a décidé de prendre l'air. Gérard Larcher l'avait promis pendant sa campagne pour la présidence du Sénat à la Haute Assemblée. C'est délocalisé à Chartres toute la journée. La commission des lois a siégé. Elle a réalisé des auditions pour préparer le texte sur les compétences des collectivités territoriales. Bilan de cette opération, on va l'écouter avec le président du Sénat, Gérard Larcher. La volonté, c'était d'être au plus proche des acteurs du terrain, que ce soit les élus, que ce soit les forces économiques et demain sans doute les citoyens, pour que nous puissions échanger, construire la loi, j'allais dire, pas simplement comme des techniciens de la loi, mais comme ceux qui sentons le territoire, le terrain. Bon alors, bilan de cette opération, selon vous, le Sénat hors les murs, comme a dit le président du Sénat. Qu'on cherche en soi à rapprocher le Sénat des territoires, moi je suis d'accord, mais le problème c'est que si on s'en tient à des gadgets, alors que les lois que vote l'actuelle majorité et avec parfois le soutien de la droite, ce soit des lois qui fassent exactement le contraire, par exemple sur la réforme territoriale, c'est-à-dire on est en train de s'éloigner des territoires. Donc on peut toujours faire des gadgets et des coups de com', mais ça ne change rien au fond. Le pays a besoin qu'on se rapproche de lui, mais à travers des lois qui répondent à ses attentes. Alors, Gérard Larcher va beaucoup plus loin parce qu'il veut réformer le Sénat. Vous savez, il a décidé, par exemple, ça devrait en tout cas être décidé prochainement, de moduler financièrement et de sanctionner financièrement les élus qui ne seraient pas suffisamment présents dans l'hémicycle. L'absentéisme, ou le présentéisme, comme il a appelé ça, même si ce n'est pas très français. Oui, mais moi je pense qu'effectivement, quand on est élu, on doit assumer son mandat, être présent en commission, être présent dans les séances qui concernent les textes sur lesquels nous travaillons. Et je voudrais quand même dire que l'écrasante majorité des parlementaires, même quand je ne suis pas d'accord avec eux sur le fond, font ce travail. Et il y a un énorme travail qui mériterait d'être mis en valeur et peut-être parfois davantage écouté. Parce que dans les commissions du Sénat, on travaille avec beaucoup de débats politiques. Et donc on peut, mais après qu'on prenne des mesures qui permettent de lutter contre l'absentéisme s'il est systématique, moi ça ne me choque pas en soi. Mais je veux dire, arrêtons aussi de nourrir un climat anti-élu, anti-parlementaire, là où en vérité ce qui crée du divorce avec le pays, c'est le contenu des politiques. Et on essaye de se défausser de ce débat de fond pour nourrir un climat que moi je trouve par certains côtés inquiétant. Quand je vois un grand journal hier titré pour dénoncer ce qu'ils appellent le coût des élections, même pas des élus. Maintenant, on met en cause le coût des élections. Oui. Ça devient trop cher d'envoyer les professions de foi, ça devient trop cher de mener campagne. Bon, il y a des partis, dont l'UMP, qui ont montré qu'ils étaient capables d'être hors la loi sur les questions du dépensement. Mais par contre, on a besoin de dépenser de l'argent pour faire vivre la démocratie. Et moi, même si ça coûte cher en ce moment.
Mais ça ne coûte pas cher. Écoutez, quand on dépense plusieurs centaines de millions d'euros... 600 millions d'euros, dit ce journal. Mais oui, mais pour organiser des élections nationales où on veut faire participer réellement les citoyens, vous savez, tous les élus locaux qui organisent des consultations dans leur territoire, qui essayent de travailler avec leurs élus, de mettre en place des conseils participatifs, savent qu'effectivement, il faut dépenser un peu d'argent pour permettre l'exercice de la démocratie. C'est pas de l'argent gâché. Il n'y en a pas tant que ça, de l'argent non plus, en tout cas dans les caisses de l'État. Mardi, le gros budget de la semaine est en discussion à l'Assemblée. En discussion et finalement voté avec 37 abstentions. Côté socialiste, le secrétaire d'État au budget s'est réjoui d'un vote sans guérilla parlementaire. François Goulin. Pour 266 contre 247, l'Assemblée nationale a adopté. Voilà un vote presque identique à celui d'il y a un mois, à 2 voix près. 2 voix en plus contre le projet de loi de finances 2015, celle de 2 socialistes qui se sont trompés de bouton. À part cet incident, le gouvernement se félicite de voir le texte adopté. Dans ce projet de loi de finances qui vient d'être adopté, il ne faut pas oublier qu'il y a une réduction de l'impôt sur le revenu de plus de 3 milliards d'euros pour 9 millions de foyers fiscaux français. On a tendance à penser que parce que la contribution à l'audiovisuel public augmente de 3 euros, ça vient masquer ce mouvement très fort de diminution de l'impôt sur le revenu. C'est le fait marquant de ce projet de loi de finances. Reste que 37 députés socialistes se sont abstenus, dont 2 ex-ministres. Ils étaient 39 le mois dernier, lors du vote du volet recettes du projet de loi. Les frondeurs restent mobilisés malgré tout. On est là pour éclairer le gouvernement, et dire au président de la République, au gouvernement, écoutez, peut-être temps qu'on réfléchisse à faire un peu autrement. Et donc voilà, on vous propose des solutions, parce que notre abstention, c'est un vote, mais avant, il y a tous les amendements qu'on a présentés, qui sont des amendements qui visent à rééquilibrer la politique, entre l'effort, la politique en direction de ce qu'on appelle de l'offre, et puis surtout la politique en direction de ce qu'on appelle la demande, qui comporte l'investissement des entreprises. Comme le mois dernier, les écologistes se sont abstenus en majorité. Une fois de plus, c'est le soutien déterminant des radicaux de gauche qui a fait la différence. Le Front de gauche, tout comme l'UMP, ont voté contre, très remonté contre ce budget 2015. L'impôt sur le revenu dont on dit qu'il va baisser, le volume collecté de l'impôt sur le revenu, il est plus important en 2015 qu'en 2014. Je veux bien qu'il y ait une baisse historique des prélèvements obligatoires, mais c'est la toute petite histoire, c'est pas du tout la grande histoire. Donc on voit bien que c'est pas à la hauteur. C'est le budget du chômage fort et c'est le budget de la croissance faible. Il ne faut pas s'en satisfaire. Le texte voté sera à présent examiné à partir de jeudi au Sénat, où il devrait être largement détricoté avant de revenir en seconde lecture à l'Assemblée, qui aura le dernier mot. Voilà, alors ce budget 2015 est devant vous, sénateur. Est-ce que vous allez apporter des amendements ? Bien sûr, nous allons faire notre travail. Nous allons essayer d'amender ce budget singulièrement en matière de fiscalité, puisqu'on va démarrer par discuter de ça. Or, le problème de ce budget, c'est qu'il ne va pas chercher les recettes fiscales là où il devrait aller les chercher. Et il multiplie les cadeaux fiscaux sans aucune utilité pour le pays, avec une addition extrêmement salée. Et je crains, contrairement à ce qui vient d'être dit dans le reportage, que la droite sénatoriale ne détricote pas le budget, mais quand finalement elle en rajoute dans la direction prise. Elle en rajoute dans le mauvais sens dans la direction prise. Et vous verrez, que la droite sénatoriale va adopter le budget amendé par elle. Ça sera un budget qui ira dans la même direction et qui sera encore pire parce qu'ils vont rajouter en matière d'exonération. Et là où, au contraire, il faudrait aller chercher de l'argent autrement chez ceux qui en ont, à la fois le capital et les plus fortunés qui ne payent pas assez. Et pendant que vous débattrez, Bruxelles prendra sa décision, notamment à partir de lundi. Est-ce que vous craignez les foudres de Bruxelles ou pas ? Mais Bruxelles, on sait très bien ce que va dire Bruxelles. Bruxelles va dire il faut continuer à tailler dans les dépenses publiques. C'est ce qui est en train d'enfoncer tous les pays européens dans le chômage. Jusqu'à quand on va écouter les directives de Bruxelles ? On va se faire sanctionner. Mais bien sûr qu'il faut affronter Bruxelles. Nous sommes un grand pays européen et il faut dire maintenant, nous ne pouvons pas aller dans la direction que vous nous proposez puisqu'elle produit les résultats inverses de ce que vous prétendez faire avec ces budgets-là. Parce que les budgets d'austérité qu'impose Bruxelles... La vraie question, c'est est-ce qu'on mène ce bras de fer contre Bruxelles ? Est-ce que vous dites à François Hollande aujourd'hui, résister à Bruxelles ? Non, la vraie question, c'est est-ce qu'on réduit le chômage ? Est-ce qu'on réduit le chômage ? Est-ce qu'on va réduire le chômage en matraquant les plus modestes ?
et en continuant à exonérer le capital de toute contribution? Est-ce qu'on va continuer à réduire le chômage en permettant à des grandes multinationales de ne pas payer d'impôts comme ça vient d'être révélé? Parce qu'il y avait un accord secret entre Juncker, qui est le président de la Commission européenne quand il dirigeait le gouvernement du Luxembourg, et 340 multinationales. Alors c'est ces gens-là qui vont nous donner des leçons budgétaires. Et nous, on va les suivre comme des moutons. Pour l'instant, il n'est pas question de ça, puisque la discussion se poursuit au Parlement. Il y a d'autres questions qui ressurgissent aussi à l'occasion de ce budget, c'est la question des 35 heures. Est-ce que vous êtes prêt à un débat sans tabou sur les 35 heures, rouvert par donc Emmanuel Macron? Oui, mais bien sûr, puisque Emmanuel Macron, lui, va essayer d'appliquer dans sa loi avec zèle toutes les recommandations du MEDEF, dont celle-là fait partie. Eh bien, nous allons nous opposer fermement à ça. C'est bien, mais c'est pas de piédestal. Non, mais donc, écoutez, ça veut dire les 35 heures, quel est le problème aujourd'hui? Même, on a fait les 35 heures, qui étaient pour les salariés qui en ont bénéficié une bonne chose. Sauf que déjà, il y avait un problème, et qui n'a fait que s'aggraver, c'est qu'on n'a pas créé les emplois nécessaires qu'il fallait créer pour permettre le partage du travail, et on a continué à tirer les salaires vers le bas. Et qu'est-ce que propose Macron? Il propose d'aller encore plus loin dans cette déréglementation. Et Macron, il va nous proposer pas seulement la remise en cause du 35 heures, mais la généralisation du travail du dimanche, la remise en cause de la médecine du travail, la remise en cause des prud'hommes. Donc en gros, il nous propose la déréglementation sociale à tous les étages. Il ne veut pas y toucher pour l'instant, il dit plus de flexibilité. Est-ce que ça crée de l'emploi, ça? Eh bien moi, je dis non. Parce que contrairement à ce qu'on nous raconte, plus on déréglemente le travail, on le voit en France comme en Europe, eh bien plus le chômage et la pauvreté augmentent. Donc Emmanuel Macron veut toucher aux 35 heures, selon vous, il y aura des tricotages de ces 35 heures. Tout le sens de la loi Macron qu'il est en train de préparer, c'est l'addition de toute une série de déréglementations sociales nouvelles. Voilà ce qu'est l'essence de la loi Macron qu'on est en train de préparer. Ça va dans le même sens que ce que propose le MEDEF pour vous, Emmanuel Macron, le MEDEF, absolument. Même combat? Et le MEDEF, qu'est-ce que va faire le MEDEF? Comme d'habitude, va dire oui, tout ça c'est très bien, mais il n'y en a pas assez. Et ils vont continuer dans la surenchère, comme vient de le faire Pierre Gattaz, avec la suppression de l'ISF. Et alors justement, oui, sur cette suppression de l'ISF, qu'est-ce que vous dites sur cette suppression de Pierre Gattaz? Les patrons vont descendre dans la rue début décembre. Vous aussi, vous descendez dans la rue, c'est plutôt bien. On va faire une contre-semaine d'action et j'ai mis au défi le président du MEDEF, Pierre Gattaz, de faire un débat public avec moi, puisqu'il avait dit... Et on vous propose sur cette chaîne de le faire, ce débat. Parce qu'il avait dit... Mais avant de revenir juste au débat, juste une chose. Il a dit un truc incroyable. Moi, je veux discuter de ça avec lui. Le président du MEDEF, il a dit la fiscalité en France est inversée. Elle est trop faible sur la consommation parce qu'on a une TVA seulement à 20%, il faudrait l'augmenter, et elle est trop forte sur le capital. C'est exactement l'inverse. La première recette fiscale française, c'est la TVA, qui rapporte 3 fois plus que l'impôt sur le revenu, parce que l'impôt sur le revenu dans les hautes tranches est un vrai gruyère, et qui rapporte 6 fois plus que l'impôt sur les sociétés. Donc il dit un mensonge, et on continue d'écouter le président du MEDEF. Donc vous voulez la confrontation directe avec Donc il faut une confrontation directe, et moi je lui propose sur une chaîne de télévision, il a déjà accepté hier par tweet que cette confrontation ait lieu dans les colonnes de l'Humanité, j'en suis ravi. C'est un journal qui m'est cher. Mais moi, je propose qu'on couple le débat dans la presse écrite avec un débat sur une chaîne. Si vous voulez, si vous êtes parti, si vous êtes prêt à le faire, moi, j'y suis tout disposé. Mais pour le moment, il a l'air d'être un peu hésitant sur la dimension plus publique de ce débat-là. Mais puisque lui-même a dit, puisque c'est cette balle au bon que j'ai saisie, il n'y a pas assez de politiques qui ont le courage du débat, au moins il a en face de lui un politique qui a le courage du débat, alors qu'il saisisse cette occasion de débattre franchement. Bon voilà, on en a fini avec Pierre Gattaz. Je voudrais qu'on revienne un petit peu à ce qui se passe au Sénat, et quelques mots notamment sur le sénateur Serge Dassault, encore un des rebondissements dans l'enquête de soupçons d'achat de voix à Corbeil-Essonnes. Son comptable a été entendu début octobre par les juges. Il leur a expliqué comment il a remis 53 millions d'euros en liquide à l'ancien maire de la ville. On a très peu entendu la gauche, et vous-même peut-être, sur ce dossier. Ça fait la une d'un journal, Libération, et puis plus rien. Mais écoutez, c'est parce que ça fait des années et des années que nous dénonçons ces pratiques. Nous les avons dénoncées dans la ville de Corbeil. Et ce qui est pitoyable dans cette affaire, c'est que la justice ne parvienne pas, alors que manifestement, je veux dire, il n'y a pas autant de faits à chaque fois révélés sans qu'il y ait des réalités derrière. Quand est-ce que la justice va avoir le courage de s'attaquer à ces dossiers et d'aller au bout de ces dossiers? Manque de courage de la justice sur l'affaire Dassault? Mais en tout cas, il faut lui donner les moyens d'aller au bout. C'est sûr que les pressions sont considérables
dès qu'on s'attaque à des gens qui ont des positions établies, voilà, c'est plus difficile, manifestement. Donc, moi, je crois qu'il faut aller au bout de ces dossiers. Non, moi, je fais confiance à la justice, mais il faut l'encourager à aller au bout de ces dossiers. Parce que c'est insupportable, au bout ce sentiment d'impunité dans laquelle certains sont parce qu'ils sont fortunés. C'est pour cette raison. On parle d'un sénateur, mais il y a aussi un député qui a fait son apparition à l'Assemblée, une nouvelle apparition, Thomas Thévenoud, qui a donc siégé en commission. Oui, vous tapez du poing sur la table. Il a pourtant été vu donc en commission. Réaction hostile de plusieurs députés, dont Olivier Falorni. Qu'est-ce que vous dites? Ça vous indigne? Ça vous choque? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais là aussi, c'est pitoyable. Ça veut dire que ces gens n'ont des gens qui ont fraudé le fisc et qui continuent à siéger comme si de rien n'était. Et qui prétendent faire la loi et voter le budget, parce que Thomas Thévenoud, il l'a voté, le budget. Parmi les quelques voix qui font la majorité, il y a Thomas Thévenoud. Lui, il ne paye pas ses impôts, mais il vote le budget. Bon, donc moi, je trouve ça insupportable. Bon, donc, effectivement, ce qui doit, et je pense que dans sa circonscription, ces électeurs doivent le dire, nous devons être nombreux à le dire, et je pense qu'ils devraient démissionner, voilà, parce que c'est ça la morale publique, tout simplement. Alors, on va revenir un petit peu sur la politique et ce qui s'est passé aussi également cette semaine au Sénat avec une proposition demandée par les membres des partis radicaux. Quelques éléments d'histoire pour revenir sur le septennat. C'est cette proposition qui a été demandée par le groupe radical. Regardez ce que Jérôme Bonnard a refait un petit peu l'histoire et on va regarder ça. C'était en juin 2000 au Sénat. Cette réforme a été longuement mûrie. Elle apparaît nécessaire pour donner une nouvelle dynamique démocratique à nos institutions. Et puis, elle est aujourd'hui enfin possible. Il faut donc la faire. Soutenu par la gauche, le projet de loi visait à réduire la durée du mandat présidentiel à 5 ans. Adoptée sans modification par l'Assemblée et le Sénat, la réforme laissait la droite plus dubitative. Jacques Chirac, favorable au projet, choisit le référendum pour le faire adopter. À l'époque, l'objectif était d'éviter de nouvelles cohabitations en alignant la durée du mandat présidentiel à celui du mandat législatif. 14 ans plus tard, le sénateur Jacques Mézard préconise un retour au septennat, à condition qu'il soit non renouvelable. Le président du Sénat y voit des avantages. C'est un mandat de 7 ans qui mettrait en quelque sorte le président de la République à un niveau plus arbitral, moins lié directement à la politique du quotidien, non renouvelable aussi, pour qu'il puisse avoir à conduire les réformes sans avoir pour objectif de se faire réélire 5 ans après. Réfléchissons, 5 ans c'est très court. Ce qui au final pourrait renforcer le rôle du Parlement au détriment de celui du chef de l'État. Reste que ce texte a peu de chances d'être adopté. Il a déjà été rejeté en commission des lois au Sénat. Voilà, donc l'idée a été rejetée, mais quelque part elle peut vous séduire? Elle est très insuffisante aujourd'hui. Le quinquennat était une très mauvaise idée. Nous étions opposés au quinquennat. À l'époque, c'était un concert de louanges sur les bancs du Parti socialiste et de la droite. C'était une très mauvaise idée qui nous a entraînés dans une spirale de présidentialisation extrême du régime et un amoindrissement progressif du rôle du Parlement. Et donc, on a transformé les élections législatives en une sorte d'élection d'enregistrement présidentiel. Eh bien, c'était une très mauvaise idée, mais maintenant, on ne va pas corriger ça par un retour en arrière, à mon avis. Il faut tout remettre à plat. Il faut une 6e République. Donc, il faut réécrire l'ensemble de la Constitution, parce que derrière ce problème-là, il y a le problème du pouvoir présidentiel qui doit diminuer au profit d'une revalorisation du pouvoir parlementaire. Et il faut aussi repenser tout le processus démocratique dans le pays. Les élections, la réforme territoriale devrait faire partie de cette réflexion. Donc il faut tout repenser. Nous sommes pour une 6e République. Bien compris. On a une autre question cette semaine. Faut-il des primaires? L'idée ressurgit aussi. Il aura suffi d'une petite phrase du secrétaire d'État Thierry Mandon pour mettre le feu aux poudres. C'est François Hollande devra-t-il passer par des primaires s'il souhaite se représenter en 2017? La question est posée et la gauche commence aussi à se poser cette question. François Goulin. Non, il ne s'agit pas d'une nouvelle bourde d'un membre du gouvernement, mais bien d'une idée sérieuse que formule le secrétaire d'État Thierry Mandon. L'idée d'une grande primaire à gauche avant 2017. La primaire, pour moi, elle est indispensable. Parce que
particulièrement en 2017, ce que vous ne réglez pas dans une primaire, vous le retrouvez au premier tour de la présidentielle. Donc je plaide pour la primaire. Élargie, le plus largement radicaux, écologistes et tous ceux qui voudront y participer. Voilà. À cette primaire pourrait participer François Hollande lui-même, affirme le secrétaire d'État. Jusqu'ici, seule l'aile gauche du PS réclamait l'organisation d'un tel événement. Mais la proposition est loin de susciter un fol enthousiasme chez les écologistes. Et moi, ce que je pense, c'est que pour être sûr d'avoir un candidat de gauche au second tour de la présidentielle, il faut faire une politique de gauche maintenant et il faut arrêter. Mais non, mais, c'est bien sympa de se poser la question de la primaire, de la présidentielle. Okay. Aujourd'hui, on a 8 millions de pauvres. Et si on veut que les gens se déplacent pour voter, il faut peut-être déjà changer leur vie. Quant au front de gauche, les communistes sont historiquement opposés à participer à une primaire ouverte. Il ne resterait que les radicaux de gauche, indéfectibles partenaires du mandat de François Hollande et seul parti convié aux primaires ouvertes de 2011. Alors, primaire ou pas à gauche, on en parle tout de suite, c'est le Zoom. Nous accueillons Thomas Guénolé, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, maître de conférences à Sciences Po, et vous connaissez bien cette question. Est-ce que François Hollande pourra échapper à des primaires? S'il s'y soumet, ce serait une première pour un président de la République. Vous avez lu les statuts? Oui, justement, c'est-à-dire que je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un appel à tous les journalistes politiques de France. Lisez les statuts du PS, lisez l'article 5.3.1 des statuts. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, parce que comme ça, tout le monde l'aura vu, d'accord. Alors que dit cet article précisément? Alors je vais vous le lire pour être sûr. En substance, le candidat à la présidence de la République est désigné au travers de primaires citoyennes ouvertes à l'ensemble des citoyens, adhérant aux valeurs de la République et de la gauche, et co-organisé par les formations politiques de gauche qui souhaitent y participer. Donc c'est tout, c'est terminé. Et il n'y a aucune exception prévue. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas, et si le président sortant est PS, on fait autrement, etc. On s'arrange avec les règles. Il n'y a pas d'exception. Alors il reste deux possibilités. La direction du PS essaierait par exemple de violer ses statuts en ne faisant pas la primaire. Dans ce cas-là, n'importe quel candidat potentiel à la primaire, au hasard Arnaud Montebourg, peut épuiser les voies de recours internes, parce que c'est une association loi de 1901, un parti, puis saisir le tribunal administratif et forcer la direction à le faire. La jurisprudence administrative est très claire là-dessus. Et l'autre possibilité, c'est de modifier les statuts pour faire sauter, donc j'en profite pour leur montrer l'article 5.3.1, mais dans ce cas-là, ça suppose d'avoir la majorité des adhérents qui vous suivent en congrès. Sauf que ceux qui veulent de Martine Aubry à la place de François Hollande voteraient contre, ceux qui veulent d'Arnaud Montebourg à la place de François Hollande voteraient contre, et même certains de ceux, des adhérents qui veulent François Hollande, mais qui sont attachés au principe des primaires, voteraient contre. Donc la majorité pour modifier les statuts, vous ne l'avez pas. Donc je le remontre pour être sûr. Article 5.3.1. Qu'est-ce que cette idée de primaire? Non mais je pense que la gauche, moi je partage ce qu'a dit Emmanuel Cos tout à l'heure, la gauche n'a pas un problème de primaire, la gauche a un problème de choix politique. Et c'est ce débat-là qu'on vient d'avoir. Je rappelle quand même une chose, parce que l'article en question a été appliqué la dernière fois par le Parti socialiste. Donc la situation très problématique dans laquelle nous nous trouvons est le résultat d'une primaire. Je rappelle que dans cette primaire, Arnaud Montebourg, par exemple, qui vient d'être évoqué, a choisi entre les deux tours de s'allier avec François Hollande, par exemple, aux côtés de Manuel Valls. Donc c'est pas forcément une primaire qui va résoudre le problème qui est posé à la gauche. Donc, et en plus, dans la situation dans laquelle nous sommes, qui est une situation où justement il y a un débat sur les institutions, est-ce qu'il faut continuer à en rajouter dans la présidentialisation de la vie politique? Alors que la question c'est que le pays veut débattre de la politique qui est menée, des programmes qui sont menés. Ça peut servir à ça. Non mais, écoutez, une primaire, vous savez très bien comment ça se passe. Une primaire, elle focalise sur les personnalités qui sont candidates. Quoi qu'on fasse, elle efface, elle privilégie ce débat-là en effaçant le débat de fond. Et moi, je pense qu'il y a mieux à faire. Par exemple, au Front de gauche, nous proposons à toutes les forces de gauche de construire des assises politiques, des assises citoyennes, parce qu'il faut discuter des choix politiques. Si on repart dans une primaire sans avoir eu ce débat sur les choix politiques et le faire de manière claire, en faisant partager ce débat par les citoyens, en associant les citoyens à ces choix, eh bien on reproduira les erreurs qui ont conduit la gauche dans la situation actuelle. Deux phrases. La primaire, à mon avis, ça permet de débattre des idées. On n'a jamais autant débattu publiquement des idées au PS que quand il y a eu la primaire de 2011, notamment entre Arnaud Montebourg et Manuel Valls. Il y avait des différences énormes et ça s'est vu à l'antenne. Et deux... Attendez, j'ai juste une deuxième phrase. Oui, ça s'appelle l'union de la gauche. Et
L'autre question, c'est pourquoi la gauche radicale par rapport au PS, qui elle-même estime juste être la gauche normale, pourquoi ils n'organisent pas des primaires ouvertes pour leur propre formation, parce que si vous n'avez pas un seul candidat de toute la gauche qui est contre l'austérité, vous n'avez aucune chance de passer devant le candidat du PS. Mais on a été capable de se mettre d'accord sur un candidat commun là où on nous disait que c'était impossible. Je rappelle que le Parti communiste a soutenu un candidat qui n'était pas un candidat issu du Parti communiste à la dernière présidentielle, tout simplement parce que nous avons su intelligemment mener un débat politique et adopter un programme qui s'appelait l'humain d'abord, qui est d'ailleurs, si vous le relisez, extrêmement pertinent dans la situation politique. Et je pense que ça, c'est plus porteur d'avenir qu'un débat de primaire hyper médiatisé, hyper personnalisé et qui efface ces enjeux-là. Et précisément, la question, c'est qu'il faut que les citoyens se sentent impliqués dans le débat, dans les choix politiques, et cessent de s'en remettre à des personnes qui seraient soi-disant les sauveurs, les personnages recours, etc. Parce que toute la vie politique est enfermée dans ce débat-là. Merci Thomas Guélonnet d'avoir été sur le plateau de Parlement Hebdo. On enchaîne avec jeudi un échange très cinglant dans l'hémicycle entre un ministre et un député. La représentation nationale était en train d'examiner la nouvelle carte des régions et soudain Bernard Cazeneuve a pris la parole pour dire ses 4 vérités à François de Rugy. Écoutez. Monsieur de Rugy, est-ce que vous pourriez une minute, dès lors que ça me concerne, enlever la haine que vous avez à la commissure d'élèves? Vraiment, je vous le demande. Je parle de vous. Systématiquement, lorsque je m'exprime, vous me prêtez des intentions que je n'ai pas. Je vous ai entendu sur d'autres sujets proférer des attaques que j'ai considérées comme indignes. Moi, je ne suis pas dans la haine, monsieur de Rugy. Ce n'est pas ma culture. Ce n'est pas ma... Non, c'est vous qui l'êtes. Et si vous voulez que je vous fasse la liste des propos que vous avez tenus sur mon compte qui relèvent de la diffamation au cours des dernières semaines, je peux les rappeler ici. Donc, je n'ai aucune leçon de dignité politique à recevoir de vous. Mais c'est ma réponse. C'est ma réponse. Parce que je n'ai vu dans vos propos depuis des semaines que de la haine et de l'insulte à la commissure des lèvres. Et pour ce qui me concerne, ce ne sera jamais mon approche, ce ne sera jamais ma culture, ce ne sera jamais ma manière d'être, parce que je considère que la vérité, la réflexion et le refus de l'abaissement de la politique doivent conduire à d'autres comportements. Et je vous le dis en public, parce que contrairement à vous, lorsque j'ai quelque chose à dire, je n'attends pas que la personne soit absente pour le lui dire, j'attends qu'elle soit en face de moi. La haine aux commissures d'élèves, le mot est très fort, ça vous choque cet échange? Entre hommes de gauche? Oui, cet échange me choque surtout quand on sait le sujet dont il est question, qui est la mort d'un jeune homme. Rémi Je Fraisse, pense que dans une circonstance pareille, quand on débat, et singulièrement quand on débat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale d'un événement aussi tragique, on évite les polémiques de bas étage. Vous trouvez qu'il y a de la haine contre le ministre de l'Intérieur? Pardon? Vous trouvez qu'il y a de la haine contre le ministre de l'Intérieur? Mais moi, je ne suis pas animé par la haine. J'ai des convictions et parfois elles sont très radicales à l'égard de certains. Mais la haine n'a pas sa place, à mes yeux, en politique. Alors, cette passe d'armes, elle a eu lieu pendant le débat sur les régions. Ça a finalement été voté. On aura 13 régions. Il peut y avoir un échec lors de la commission mixte paritaire entre l'Assemblée et le Sénat pour se mettre d'accord, finalement, sur cette région. C'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. Qu'est-ce que vous en pensez? On reste à 13 régions. Elle vous plaît, cette carte? Rien ne me plaît dans la réforme territoriale actuelle parce que justement elle a été menée au pas de charge en méprisant tout ce que disaient les élus locaux et l'affaire de la carte des régions, parmi beaucoup d'autres choses dans la réforme territoriale, est symptomatique. C'est-à-dire quoi qu'il se passe au Parlement, de toute façon ce qui a été décidé un jour dans le bureau de l'Élysée finit par être le point d'arrivée. Et tout ce qui se passe entre-temps, c'est des péripéties mais qui sont balayées à l'arrivée. Or tout le monde sait... Or, tout le monde sait que sur cette question, comme sur d'autres questions beaucoup plus profondes que le périmètre des régions, il y a une énorme contestation dans le pays, chez les citoyens, chez les élus locaux. Et il y a un énorme manque de concertation et de débat. Les élections, c'est demain. Les élections, c'est demain. Alors, quelle est votre stratégie? Est-ce que vous êtes prêt à des alliances? Mais nous allons, mais comme d'habitude, nous allons aux élections avec un objectif. C'est conquérir avec les citoyens des positions qui soient utiles à faire avancer, des positions qui permettront de défendre leurs intérêts. Donc dans les élections à venir, nous voulons faire élire des candidats de gauche
pas seulement communistes, on est prêt à discuter avec d'autres, pas seulement, qui défendront des positions contre les politiques d'austérité actuelles parce qu'elles ne sont pas bonnes pour les populations locales, qui protégeront les services publics et les politiques publiques. Par exemple, dans les départements, on joue très gros pour les gens. C'est 72 milliards au total, les départements de dépenses sociales et publiques, qui sont principalement consacrés à l'action sociale. Donc ce sont des politiques publiques de solidarité, dans la plupart des cas, des politiques d'équipement public. Eh bien, nous voulons protéger ces politiques publiques, parce que si elles se replient, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura de la privatisation, tout simplement. Tous ces services qui ne seront plus assurés par les départements le seront par la privatisation, avec des inégalités croissantes. Nous ne voulons pas de ça. Donc nous voulons battre les candidats de droite et d'extrême droite, et nous voulons élire des candidats de gauche qui expriment les positions dont je viens de parler. Donc nous allons discuter sur le terrain, parce que ça se discute dans les départements, avec tous ceux qui sont prêts à ça. Et il n'y en a pas. Il y a évidemment les forces du front de gauche, mais il y a des écologistes et des socialistes qui sont prêts à discuter de ça. Et il y a aussi des citoyens, parce qu'on peut ne pas être engagé dans un parti, et on peut être candidat à une élection. Donc nous allons utiliser ces élections pour construire des rassemblements dans les territoires. Alors on va changer de registre, on va vous parler de l'homme de l'année, en tout cas celui qui a été distingué par le magazine GQ, Alain Juppé, qui est dans le vent décidément. Il avait déjà fait la une des Inrocks, voilà donc un autre magazine qui cède à la Juppémania, c'est ce qu'on dit. Ça vous étonne cette Juppémania, vous adhérez ? Non, moi je suis pas du tout Juppémania, non, pas du tout dans ça. Alors là, faut pas compter sur moi pour ça. Oui, mais c'est toujours des gens qui se posent, qui répondent à la place des citoyens. Alors on nous enferme dans des scénarios, catastrophes. Alors on aurait le choix entre Sarkozy, Le Pen, et puis un candidat à gauche qui porte la politique gouvernementale. Et on nous dit, plutôt que ce scénario catastrophe, il y a peut-être moins pire. Il y a Juppé qui est un homme de droite qui défend des programmes extrêmement libéraux, il veut encore plus de suppression de dépenses publiques qu'on en a aujourd'hui. Donc comment voulez-vous que moi je me reconnaisse là-dedans? Évidemment, moi, mon travail, ça va être de faire émerger dans ces échéances politiques une candidature de gauche qui soit digne de ce nom et qui ne peut pas être une candidature qui porte la politique gouvernementale actuelle. Et je ne vais pas me replier sur la Juppémania comme si c'était un moindre mal. Je voudrais vous proposer une autre photo qui a fait beaucoup parler en cette fin de semaine. C'est le magazine People, Voici, qui l'a publié. Dans les jardins de l'Élysée, on y découvre le président de la République et sa compagne, Julie Gaillet. On ne va pas parler forcément de la vie privée, mais je voudrais surtout parler de la vie du président de la République, des photos prises comme ça, de loin, dans un jardin, des photos volées. Ça ne met pas quelque part en problème, en relief, la sécurité du président de la République? Franchement, je vais vous dire une chose, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse absolument pas. François Hollande fait ce qu'il veut de sa vie privée. Ça n'est pas pour moi un sujet public, donc cette question ne m'intéresse pas. Et les couvertures de Voici... Ne vous intéresse pas. Ne m'intéresse pas. Non, mais que des gens lisent ça, ça les regarde, mais ça n'est pas un sujet qui intéresse la politique. Bon, on va prendre un peu de recul, Pierre Laurent. Recul avec l'actualité politique, puisque c'est l'heure du plus de l'hebdo. Astrid de Vilaine vient d'arriver sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous regardez tout sur le web régulièrement, chaque jour, tout le temps. Eh bien, vous avez voulu vérifier la e-réputation de notre invité. Alors, que trouve-t-on sur Pierre Laurent sur Internet? Eh bien, tapez Pierre Laurent dans un moteur de recherche et vous trouverez des résultats assez classiques pour un politique. Une page Wikipédia, concise, sans vagues. Votre blog plutôt design avec une belle photo de vous en pied. Votre équipe y tenait. D'ailleurs, cette photo, elle est assez originale. On dirait du Andy Warhol. Est-ce que c'est fait exprès, tout ça? Je ne sais pas si c'est du Andy Warhol, je n'ai pas cette prétention, mais à mes yeux, c'est plutôt un compliment si c'est le cas. Alors, certains nous ont dit que vous aviez un petit peu de mal avec le costard-cravate obligatoire au Sénat. Je ne sais pas si vous confirmez. Et c'est vrai que la photo, du coup, vous rend un petit peu plus cool. Vous dites manquer de temps pour écrire sur ce blog, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est loin des billets d'humeur de Jean-Luc Mélenchon. Alors justement, est-ce que la comparaison avec Jean-Luc Mélenchon tient aussi sur Internet pour Pierre Laurent? Oui, elle tient. Et si on regarde les chiffres, eh bien, vous êtes loin derrière lui.
lui, évidemment. Hein, Jean-Luc Mélenchon, c'est un petit peu la star du front de gauche. Prenons Facebook, par exemple, vous êtes suivi par 19 000 personnes. C'est un bon score, mais évidemment, lui, il en a 10 fois plus que vous, 195 000 fans. Twitter, même chose, 15 000 followers pour Pierre Laurent, 296 000 pour Jean-Luc Mélenchon. Il faut dire qu'il a été candidat à l'élection présidentielle. Peut-être que ça vous arrivera aussi. Mais juste un mot sur le costard-cravate. Effectivement, c'est pas la tenue dans laquelle je me sens la plus à l'aise, mais bon, je respecte les usages. Mais pour vous raconter une anecdote, quand je suis rentré au Sénat et dans une fête d'anniversaire, tous mes amis m'avaient tous acheté une cravate parce qu'ils savaient que je n'en avais pas en fait. Parce qu'avant de devenir sénateur, il n'y avait pas dans mes placards beaucoup de cravates. Mais ceci étant dit, Alors Astrid, je respecte tout à fait cet usage. Quelle est l'attitude de Pierre Laurent sur les réseaux sociaux? Eh bien, au premier abord, on voit quelqu'un de très réfléchi, très sérieux, presque un peu ennuyeux sur le net. En tout cas, il ne se passe pas grand-chose sur votre timeline. Hein. C'est souvent assez plat. On ne se dit pas « Ah, un tweet de Pierre Laurent, quelle bombe va-t-il lâcher ?» Non. Mais quand on cherche bien dans les archives de Twitter, vous êtes tout de même l'auteur de petites formules qui ont bien fonctionné, des tweets très repris et même un peu d'humour. On est donc allé chercher votre top 3. Est-ce que déjà vous avez une idée de ceux qui auraient pu bien fonctionner, ceux dont vous êtes très fiers? Non, je ne tiens pas de... Et puis la vie est politique et la vie va trop vite pour que j'ai le temps de réfléchir à ça. Pourtant, vous en avez quand même 3 qui ont bien marché. On va aller voir d'abord le top 3. On est en avril dernier. Jean-Pierre Jouyet vient de rejoindre l'Élysée. C'était avant l'affaire Fillon-Jouyet. Et voilà ce que vous écrivez sur Twitter. Un ancien ministre de Sarkozy à l'Élysée, c'est la monarchie de Jouyet. Pas mal. Non, c'est pas mal. 65 retweets. Le 5 mai dernier, il y avait une marche citoyenne organisée par le Front de gauche. Et voilà votre tweet tout en ironie. Si nous étions 30 000 à manifester selon la police aujourd'hui, alors c'est que nous avons défilé en file indienne. Ironie aussi, 121 retweets. En haut du podium, le meilleur, on va le voir tout de suite. Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite et moi, je viens de prendre ma carte au MEDEF. En parlant de MEDEF, d'ailleurs, vous vous êtes dit récemment prêt à débattre avec Pierre Gattaz. Vous avez eu un échange sur Twitter à ce sujet et le patron du MEDEF vous a répondu sur Twitter hier. Il vous propose un débat dans l'humanité. Vous répondez aussi sur Twitter, banco pour un débat, mais vous voulez le faire aussi sur une chaîne nationale. Pour l'instant, il n'a pas l'air très partant, il va falloir le convaincre. Oui, on va s'employer à le convaincre et de toute façon, on mènera ce débat d'idées, jusqu'au bout. Oui. Ouais, vous êtes partant si on l'organise. Mais juste, je retiens il y a une critique en creux dans ce qui est dit et effectivement, moi, en fait, j'aime bien l'humour et j'aime bien lancer quelques piques acerbes, mais je le fais pas assez, mais aussi parce que j'ai un certain respect de la parole publique. Donc, je fais attention avec ça, mais bon. Restez en retenue. Mais oui, parce que par respect de la parole publique, j'ai pas envie d'alimenter un certain type de débat public qui se contente que de petites phrases. Ceci étant dit, à mes heures, j'aime ça aussi, oui, effectivement. Donc on compte sur vous pour tweeter que vous voulez faire aussi sur Public Sénat le débat avec Pierre Gattaz. On compte sur vous. Merci Astrid. Merci beaucoup Pierre Laurent d'avoir participé à notre émission. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, Katia. Sur ce même plateau, à la même heure. Merci à tous de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur LCP Public Sénat. Bye bye.